Alors, Saint-Marc-Girardin, tu as créé Carmine Capital en 2013. Oui. Tu es titulaire de Master Finance de Dauphine. Tu baignes dans ce métier depuis de nombreuses années. Pourquoi aujourd'hui tu as décidé de créer cette entreprise il y a maintenant 12 ans? Je travaillais déjà dans ce métier-là depuis une petite dizaine d'années et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de cabinet vraiment spécialisé pour les dirigeants de PME, dirigeants actionnaires de PME. Or, le territoire de la France est vraiment un territoire de PME, donc je trouvais que c'était important de permettre à des chefs d'entreprise actionnaires de PME, ETI même, d'avoir un conseil de qualité avec des process et un accompagnement adapté à une structure PME, ETI. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de banques M&A sur le marché. En quoi vous êtes différent des autres? Je pense qu'on a, enfin en tout cas c'est la façon dont j'ai voulu le créer, c'est vraiment mettre un ADN de conseil. Le M&A, en fonction de la taille d'une entreprise, ça ne va pas du tout être le même métier. Et sur des PME ETI, il faut avoir conscience de la réalité de la vie d'un chef d'entreprise qui est beaucoup moins évidemment accompagné, structuré qu'un dirigeant de grand groupe. Et donc qui a besoin d'un accompagnement beaucoup plus fin, avec une vraie prise en considération de l'ADN d'un dirigeant, de ses enjeux. Moi je dis toujours qu'une opération, elle a 3 gros enjeux pour un entrepreneur. C'est un enjeu personnel, professionnel et patrimonial. Et je les prends dans ce sens-là parce que la réalité d'une vie personnelle d'un dirigeant, elle va avoir une influence sur ses envies professionnelles. Il ne faut pas oublier qu'être chef d'entreprise, c'est d'abord un métier, ce n'est pas juste un statut. Et que ce métier, il peut évoluer, il peut avoir des dimensions différentes. Donc la vie personnelle va donner des envies professionnelles et des besoins patrimoniaux en fonction de son âge, de l'état de sa vie personnelle, des dirigeants qui vont arrivent à un âge où ils ont des petits-enfants et qui veulent acheter une grande maison pour pouvoir recevoir leurs petits-enfants, par exemple. Donc, ils vont vouloir vendre potentiellement une partie de leurs actions pour pouvoir avoir les moyens de ces projets personnels, en fait. On sent bien que quand tu en parles, c'est la passion avant tout. Deux, trois exemples de, peut-être sans citer de nom, mais de réussite. Alors pour moi, c'est assez difficile de ces sujets-là parce que la réussite d'un deal, moi, je vais la placer au niveau humain et je ne vais pas la placer au niveau financier, là où potentiellement on m'attend peut-être plus. Évidemment, la réussite d'un deal, c'est la réussite financière, hein, ça va de soi. Mais pour moi, la vraie réussite d'un deal, c'est des clients qui, 5 ans, 10 ans après, sont contents, satisfaits et heureux de l'aventure, soit de leurs collaborateurs quand ils ont quitté l'entreprise, soit de leur propre aventure avec ce nouvel associé, un investisseur ou, dans le cadre d'un adossement, un groupe qui les accompagne. Et peut-être que nous, nos plus belles aventures, c'est les clients qu'on a accompagnés dans la durée sur plusieurs opérations. Déjà parce que ça prouve qu'on a fait du bon travail et qu'ils sont satisfaits. Ça vous arrive régulièrement tous les 5 ans de repasser, de refaire un tour de table? Alors, ça dépend, mais nous, comme on fait à la fois de la cession, de l'acquisition et de la transmission avec des investisseurs financiers, en fait, ça nous arrive, par exemple, là, on a un client qu'on accompagne depuis 2019, qu'on a accompagné dans sa première opération avec un fonds, puis une deuxième opération avec un fonds, et là, on l'accompagne sur l'ensemble de ses croissances externes en France et à l'international. C'est vrai que l'entreprise grossit. Aujourd'hui, vous êtes 30 collaborateurs, vous êtes basé ici à Paris, mais pas que. Dans d'autres pays, c'est quoi votre volonté? C'est démocratiser cette façon de faire ce métier pour les chefs d'entreprise et actionnaires. Oui, ça existe, un cabinet qui prend en considération la réalité d'une entreprise, la réalité de son dirigeant. Il ne faut pas oublier que dans les PME ETI, un dirigeant, c'est lui qui va donner le chemin. Je pense que d'ailleurs c'est vrai aussi dans les grands groupes, c'est peut-être plus dilué, mais dans une petite entreprise, ce qui est sûr, c'est que c'est le dirigeant qui va donner le chemin et qui va donner cette impulsion à ses collaborateurs. Et c'est parce que ce dirigeant aura une vision, une ambition, une stratégie du coup qui sera mise en œuvre en cohérence avec cette vision et cette ambition, que les collaborateurs vont être emmenés dans ce projet-là et dans cette perspective entrepreneuriale. Et tout ça, ça doit rester au-delà d'une opération. Et moi, ce que je veux pouvoir dire à des chefs d'entreprise qui trop souvent me disent « oui, mais si je me vends, de toute façon, je ne sais pas ce qui va advenir de mes collaborateurs, donc je n'ai pas envie de faire une opération. » Mais si, bien sûr, on peut transmettre son entreprise et sécuriser l'avenir de ses collaborateurs. Il faut juste prendre les choses dans le bon sens et pas commencer par le financier, mais commencer vraiment par l'entrepreneur lui-même, qui il est, ce qu'il a voulu construire. Pourquoi il l'a construit? Moi, je demande toujours aux dirigeants, c'est quoi votre histoire? Pourquoi vous avez créé votre entreprise? Quelle était votre ambition, votre volonté au départ? Parce qu'après, il y a des longs chemins et les choses évoluent évidemment.
Mais c'est ça qu'il faut garder, c'est cette âme-là de l'entreprise. Et bien sûr qu'il y a d'autres entrepreneurs dans des grands groupes, dans d'autres PME qui ont cette même vision ou dans des fonds d'investissement. Heureusement, le monde est vaste et varié et trouver le bon partenaire, le bon acquéreur, bien sûr que ça existe. Il faut se souvenir de quel est le sens de notre métier et qu'est-ce qu'on apporte et quel est notre rôle aussi dans la société. Parce que si c'est pour juste faire un deal, quelque part, les collaborateurs qui sont derrière ces entreprises, eux, ils restent. Et même pour eux, on se doit de faire nos meilleurs efforts pour réussir à trouver le bon partenaire. Vous parlez d'IA, vous parlez de développement, d'environnement, de RSE, mais il y a une chose qui te tient à cœur, c'est la santé mentale. Oui, la santé mentale des dirigeants. Parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. Alors on en parle beaucoup chez les jeunes et c'est un vrai sujet aussi, mais on ne l'aborde pas du tout chez les dirigeants, chefs d'entreprise, et notamment parce que trop souvent on considère que le chef d'entreprise c'est une espèce de personnalité un peu déshumanisée, de fonction, c'est un rôle. On a oublié qu'un dirigeant c'est d'abord un être humain. Et qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il fait face à, déjà, depuis les Gilets jaunes, des successions de crises conjoncturelles. Ensuite, évidemment, donc qu'elles soient économiques, politiques, géopolitiques, tout cet environnement, tout cet écosystème qui nous entoure, il faudrait quand même qu'il se rende compte du poids que ça représente pour un dirigeant, notamment parce que ça veut dire que le dirigeant navigue avec aucune visibilité. Et c'est quand même très difficile pour un chef d'entreprise dont l'âme entrepreneuriale, c'est évidemment de se développer, de mettre en place des nouveaux projets. Bah, c'est pas facile à faire dans un monde où on n'a pas de visibilité. Et donc on reste, évidemment, moi je suis chef d'entreprise, et effectivement, donc, on a évidemment des visions long terme, mais il faut réussir à les redescendre sur du moyen terme et du court terme en fonction de l'environnement. Donc c'est ce que nos clients font, et c'est bien, mais ils le font dans un environnement difficile, avec des ajustements permanents. Et en parallèle de ça, aujourd'hui, on a effectivement tous les sujets RSE, et en particulier, j'irai sur la partie environnementale, parce que la sensibilité des dirigeants, elle existe vraiment sur ces sujets-là, mais ils ne savent pas non plus par quel bout les prendre, à la fois parce qu'on a un poids de la réglementation qui ne semble pas toujours très cohérent par rapport à ce qu'il faudrait vraiment faire et la perception d'un dirigeant dans la mise en œuvre de ces choses-là. Et en parallèle, l'IA, qui pour le coup est un enjeu structurel, comme les sujets RSE, et sur lesquels c'est pareil, on n'a pas de visibilité en fait. Ça va très très vite, on sent qu'il faut être hyper alerte sur tous ces sujets-là. On sait que c'est des sujets qui vont avoir des impacts forts à court, moyen et long terme. Mais voilà, et donc ce manque de visibilité de manière conjoncturelle, plus cet environnement structurel qui s'impose à nous et qui, en parallèle, est très déstabilisant au-delà du dirigeant et déstabilisant pour les équipes, pour les collaborateurs qui ne savent pas non plus dans quel monde ils vont évoluer. Ça donne quand même, à un moment, ça fait beaucoup de choses sur la pile et ça crée quand même un manque de visibilité et beaucoup de pression, en fait. Beaucoup de pression, que ce soit de l'interne, de l'externe. Voilà, beaucoup de pression et je trouve que ce n'est pas facile pour les dirigeants de réussir à sortir la tête de l'eau. Pour prendre de la hauteur et objectiver leurs décisions, ce qui est quand même un enjeu essentiel pour les dirigeants. Alors, on est en fin d'entretien, je sens à chaque fois que tu t'exprimes, tu es intarissable sur le sujet. Carmine Capital, c'est vraiment ton bébé, comme on dit. Si tu avais un ou deux conseils à donner à des dirigeants aujourd'hui qui se posent des questions, qui peut-être sont à la croisée des chemins, ça serait quoi? Déjà de prendre le temps de réfléchir à ces enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux à travers une opération. Parce que souvent, évidemment, quand on va parler d'une opération, on va parler valorisation, on va parler donc d'argent, de cash out, donc les liquidités que va récupérer un dirigeant. Mais c'est pas que ça, encore une fois, et les dirigeants le savent intuitivement, mais l'écosystème de notre métier parle très peu des sujets, encore une fois, des enjeux personnels et professionnels d'un dirigeant à travers une opération. Ça, c'est mon premier sujet. Donc, c'est ne pas avoir peur de se dire, OK, de quoi j'ai envie vraiment pour ma boîte, pour moi, demain, au-delà des aspects technico-financiers qui, de toute façon, seront respectés. Et puis après, peut-être le deuxième sujet, c'est bien préparer en amont aussi son entreprise, c'est-à-dire avoir conscience que, encore une fois, ce n'est pas que les chiffres qui vont donner des chiffres. En fait, la réalité d'une entreprise, c'est son organisation, son positionnement, la cohérence entre son organisation, son offre, son business model et ses chiffres. Et c'est ça qui va générer de la valorisation demain. Donc je pense que c'est important aussi de prendre le temps de préparer en amont, de se poser, savoir si on a une organisation qui est bien structurée, qui est aussi bien drivée sur tout ce qui est suivi, des indicateurs de performance, pas que financier, ça peut être très opérationnel. Et le calendrier, voilà, aujourd'hui, choisir le bon moment pour faire l'opération on se trompe des fois sur ce calendrier? Alors, on se trompe si c'est un mauvais moment conjoncturel, ça oui. Mais
un dirigeant, quand il a envie de vendre, il a toujours des bonnes raisons qui font que, enfin, intuitivement, à titre personnel, il a envie d'y aller, donc je pense que c'est le bon moment. C'est pareil, moi je dis toujours, un chef d'entreprise, c'est d'abord quelqu'un qui fait un métier avec aussi une finalité. Enfin, tout le monde, on se soucie énormément du bien-être des salariés au travail, et c'est important. On ne se soucie pas beaucoup du bien-être des dirigeants. Et ça, c'est mon vrai sujet, c'est pour ça que ça rejoint le sujet de la santé mentale des dirigeants. Mais il faut avoir en tête qu'un dirigeant, s'il n'a pas un moteur, un driver, évidemment, il y a encore une fois le fait de réussir un projet entrepreneurial, mais aussi il y a cette finalité financière. Et je pense qu'il faut rappeler à un dirigeant que bien préparer une opération en amont, et nous, on a développé une offre justement qui va dans ce sens-là, qui permet aux dirigeants d'anticiper une opération et de bien mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour que le jour où il va avoir un investisseur ou un acquéreur, il puisse avoir la bonne valorisation. Tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est que ça redonne du sens au métier du chef d'entreprise qui va savoir pourquoi est-ce qu'effectivement il va continuer à travailler pendant 2 ans, mettre en place telle et telle et telle chose, parce qu'il sait qu'à la fin, ça va améliorer sa valorisation, mais pas que ça va l'améliorer, enfin, ça améliore la valorisation, mais ça améliore aussi la réalité de son entreprise. Donc c'est juste repartir de la base, du sens de ce que je fais, et avoir une reconnaissance gratifiante à la fin. Voilà. Réaligner le dirigeant, la valeur de son entreprise. C'est rassurant également pour le dirigeant de savoir combien son entreprise vaut. Oui. C'est rassurant de savoir également l'avenir, comment il peut l'entrevoir. Enfin bref, on a, à travers cette discussion, appris beaucoup de choses. Merci beaucoup pour cet échange, Anne-Laure Saint-Marc-Girardin. Merci à toi, Olivier.